Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio ce soir pour un grand débrief de la Ligue des Champions, des matchs qu'il y a eu mardi et mercredi. Donc ce soir, effectivement, on va gentiment débriefer la fin de ces groupes de Ligue des Champions, d'ailleurs avec un petit peu d'émotion. Pourquoi ? Parce que ce sont les derniers. La Ligue des Champions sous le format que nous vivons cette saison avec les 4 équipes par groupe, les 8 groupes qui représentent les 32 équipes. Et c'est terminé. C'était le dernier match de poule de Ligue des Champions dans cette forme-là, à tout jamais, probablement. Je pense pas qu'on revienne un jour à cette forme. Donc intéressant quand même d'en parler. Je sais pas si d'ailleurs peut-être on passera un petit peu sur le dernier point. On va parler du tirage et puis je vais peut-être faire un petit point sur la nouvelle formule de la Ligue des Champions proposée par l'UEFA. En tous les cas, les phases, on va dire, de poules, qui ne sont plus des poules maintenant, mais je vais vous expliquer ce que j'en ai compris. Donc voilà, on verra bien, mais en tous les cas, ce soir, on va déjà commencer par débriefer un peu la Ligue des Champions. Alors bien entendu, on va commencer par le dénouement dans le groupe en or, le dénouement pour le PSG, pour Milan, pour Newcastle et pour Dortmund. Donc voilà. Ensuite, on passera un petit peu en revue les qualifiés et les éliminés dans chaque groupe pour voir un petit peu quelles sont les surprises, quelles sont aussi les déceptions qu'il y a eu dans cette Ligue des Champions. Donc voilà. Et puis ensuite, on se projettera un petit peu sur le tirage, qu'est-ce qui peut se passer, parce qu'il y a quand même des gros clubs dans le chapeau 2. Donc ça peut frotter un petit peu. Et puis on parlera donc de cette nouvelle version de la Ligue des Champions. Salut Okotonujo, Forza Atalanta. Écoute, oui... Enfin non, mais je comprends que tu le dises. Bravo. Donc voilà. Merci d'être là. Oui, donc effectivement, le groupe en or, le dénouement pour le PSG hier soir, un dénouement vraiment tiré par les cheveux. Très honnêtement, un Dortmund qui recevait le Paris Saint-Germain, donc au Signal Iduna Park, parce que donc avant c'était le Westfalenstadion, mais bon, il a été racheté, enfin en tous les cas le nom a été sponsorisé, donc le Signal Iduna Park, devant le mur jaune, le fameux mur jaune. Et c'est vrai que moi personnellement je pensais sincèrement que Dortmund allait un peu lâcher l'affaire, quoi. C'était pas vraiment très très grave pour eux. En ce moment ils sont un peu dans le dur en championnat, donc en tous les cas pas ultra on va dire dominateur en championnat, donc je me disais que peut-être Terzic allait faire tourner un petit peu son effectif et lâcher un petit peu l'affaire pour ce match, en faisant attention de ne pas prendre une rouste, parce que bon, t'es quand même à domicile. Mais en fait, non, ils ont fait plus que ça. Ils étaient venus pour gagner et pour terminer premier du groupe. En même temps, c'est assez important, parce que quand on voit le chapeau 1 du groupe de Ligue des Champions, qu'on va détailler un petit peu après, effectivement, mieux vaut être en première position plutôt qu'en deuxième. Alors c'est vrai qu'en deuxième position, là, il y a deux gros, essentiellement. Il y a le Paris Saint-Germain et l'Inter. C'est vraiment les deux clubs que tu veux pas rencontrer, je pense, en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais à part ces deux-là, effectivement, le tirage est quand même relativement, on va dire, clément. Clément pour un huitième de finale de Ligue des Champions, on rentre dans les 16 meilleures équipes du monde, donc faut pas faut pas croire qu'il y a une équipe qui sait pas jouer au football, mais effectivement c'est sûr que si tu prends Copenhague ou des trucs comme ça, tu peux te dire quand même, bon, mon huitième de finale il est plutôt serein, ou Porto même, ou des clubs comme ça qui n'ont pas montré non plus, ou la Lazio, c'est pas, il y a des clubs quand même qui n'ont pas montré énormément de choses. Donc en tous les cas, Dortmund a terminé premier. Alors Okotonujo qui dit je suis étonné que Dortmund soit premier, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que si je reprends mes prévisions, et vous savez à quel point je suis bon en prévision. Je pensais sincèrement que Dortmund allait terminer dernier du groupe. J'étais quasi sûr, j'aurais pu mettre ma main au feu. Alors c'est vrai que il y a énormément de blessures qui sont venues perturber et Newcastle et Milan.
Dans une moindre mesure le Paris Saint-Germain, mais en tous les cas Newcastle et Milan, c'est catastrophique les blessures qu'ils ont eues, mais vraiment catastrophique pendant cette période. Donc ceci explique peut-être cela. Dortmund a été assez épargné par les blessures, c'était pas, ils en ont eu, mais beaucoup moins que les deux autres clubs. Donc il est possible que ça ait joué. Milan, quand nous par exemple on a rencontré Dortmund en Ligue des Champions à domicile, il y avait strictement personne, enfin tout le monde était soit revenait de blessure, soit donc n'avait pas de rythme, soit était blessé, on jouait pas du tout avec les titulaires, on était obligé de mettre à un moment donné en fin de match Krunic en défenseur central. Donc enfin je sais pas si les gens savent ce que fait Krunic d'habitude, mais Krunic est plutôt un milieu relayeur qui a été relégué en numéro 6 ces derniers temps par Stefano Pioli dans son 4-3-3, mais qui généralement est plutôt un milieu relayeur droit. Et finalement termine défenseur central tellement il y a de blessés au Milan. Donc pour vous dire, et je pourrais en citer plusieurs des joueurs qui jouaient pas du tout à leur poste. Donc voilà. En général, ils encaissent beaucoup de buts le BVB. Oui, c'est vrai. Surtout récemment, là, ils en ont pris pas mal. Mais bon. Écoute, comme quoi, tu vois, en Ligue des Champions, voilà, ils arrivent à sublimer, donc c'était bien. En tous les cas, le Paris Saint-Germain donc a fait un match nul qui était bon. Ils ont eu des occasions de marquer des buts. Très honnêtement, le sauvetage de Soule était absolument stratosphérique. Je sais pas si vous l'avez vu en direct, mais c'était n'importe quoi. Et puis il n'y a pas eu que ça. Ils ont eu d'autres occasions, mais qui se sont soldées par des poteaux de Barcola, par des choses comme ça. Bon, bref. Donc effectivement, Paris a réussi uniquement à égaliser et à maintenir ce point du match nul, qui fait en sorte que au goal average, ils arrivent à passer le Milan à égalité de points, à 8 points. Et c'est vrai que là, alors c'est très bien pour Dortmund, félicitations, il termine premier, voilà. Mais pour Milan, le vrai regret, il est sur le match aller de Newcastle, parce que donc le match retour, on a vu que Milan était supérieur à Newcastle, ils l'ont encore montré en gagnant là-bas. Mais au match aller, 25, je crois que c'est 25 tirs ou 27 tirs, 19 cadrés. Pope fait un match absolument stratosphérique. Milan a dominé de la tête et des épaules ce match-là. Ça se termine à 0-0. Ils ont pris qu'un seul point. S'ils avaient gagné ce match-là, ils seraient à l'heure actuelle à 10 points et pas à 8. Ils seraient deuxième de Ligue des Champions. Et puis, bien sûr, il faut aussi se rappeler de ce penalty bizarrement sifflé. Alors bon, ça arrive, des erreurs d'arbitrage, mais de ce penalty bizarrement sifflé pour le Paris Saint-Germain contre Newcastle, justement. Donc c'est l'arbitre VAR qui décide qu'il y a penalty, qui appelle l'arbitre de champ pour un ballon qui touche d'abord la cuisse du joueur, puis ensuite le bras, et il siffle quand même penalty. Il faut savoir que l'arbitre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'arbitre a été sanctionné immédiatement. Le lendemain, il devait arbitrer à la VAR encore une fois un match de Ligue des Champions. Il a été suspendu pour je ne sais plus combien de semaines parce que l'UEFA a considéré que c'était une énorme erreur. Donc ça veut dire que, bon, alors oui, effectivement, Paris a été lésé de nombreuses fois dans le passé par l'arbitrage. Là, cette fois-ci, ça tourne dans son sens. Bon, je vais pas crier au scandale, mais je dis juste que ce petit point là de l'égalisation, parce que c'est le but contre Newcastle qui leur permet d'égaliser, donc ils ont pris un point qu'ils n'auraient probablement pas dû prendre, et effectivement ce point là c'est pareil, il manque à Milan. Donc il y a deux opportunités ratées pour Milan, une qui maîtrisait pas et une qui maîtrisait. Contre Newcastle à l'aller, il fallait absolument gagner. Contre le BVB, le match à l'extérieur, le match nul était bien. C'était justifié que ce soit un match nul, et encore on s'est fait un peu dominer, donc voilà. Au Cotonou, les erreurs d'arbitrage font partie de la dure loi du sport, absolument. Mais avec la VAR, c'est fou encore de faire ce type d'erreur. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un petit peu plus compliqué parce que t'es assis quand même dans un quart. T'as pas la pression des joueurs. T'as une télé devant toi. Voilà, tu vois bien qu'il n'y a pas de penalty en fait depuis 3 ans ou 2 ans. Quand la balle touche d'abord le joueur, puis ensuite la main, tu siffles pas, là, tout d'un coup, je sais pas, excès de zèle, hop là, c'est parti. Donc bref, en tous les cas, effectivement,
Après, c'est vrai que dans ce match-là, il y a eu des situations litigieuses qui auraient pu amener des pénaltys avant. C'est ça que j'avais dit à la fin du match il y a 2 semaines. Donc finalement, oui, ce pénalty n'existe pas. Mais en même temps, il y en avait peut-être d'autres avant qui auraient dû être sifflés et que la VAR n'avait pas signifié non plus. Donc ils étaient en très très grande forme ce soir-là, les arbitres VAR. Donc voilà, bon bref. En tous les cas, le PSG sera deuxième de groupe. Personne probablement ne voudra prendre le PSG, hein. C'est pas forcément un super tirage pour les gens. Donc voilà, ce sera un peu l'épouvantail avec donc l'Inter, bien entendu, hein, dernier finaliste de la Ligue des Champions. Ça va leur faire bizarre les gens qui vont tomber sur eux. Donc voilà, bah, on verra comment ça va se terminer. On va en parler un petit peu de toute façon des tirages possibles. Il faut savoir que, bon, on en parle après. Voilà. En tous les cas, ce groupe était indécis jusqu'au bout, hein, parce que quand Newcastle mène, ils sont deuxième du championnat, ils sont deuxième, pardon, du classement, ils sont qualifiés. Et puis Paris en plus est mené 1-0 à ce moment-là, donc en fait c'est clair, Newcastle est qualifié, Paris est en Europa League et Milan est éliminé de toutes les compétitions européennes. Et puis finalement ça s'inverse, hein, égalisation de Milan, égalisation du Paris Saint-Germain, même deuxième but de Milan par Chukwueze, et tout d'un coup Newcastle se retrouve dernier. Bref, l'ascenseur émotionnel a été terrifiant pour Newcastle, parce que ça avait très très bien commencé avec cette frappe stratosphérique de Joe Ellington dans la lucarne de Maignan, et puis il y a eu aussi ce but là, cet arrêt de Mike Maignan. Bref, les histoires étaient très très marrantes hier, parce que finalement Maignan a aussi sauvé le PSG en arrêtant la frappe de Guimarães. Je sais pas si vous avez vu cet arrêt, qui est assez impressionnant. Et si Newcastle à ce moment-là égalisait, Newcastle passait en deuxième position et Paris était en Europa League. Donc voilà, c'est très marrant que Maignan, qui a été formé au Paris Saint-Germain, finalement par ricochet sauve le Paris Saint-Germain dans une autre équipe sur un autre terrain. Bon bref, c'est très drôle. Donc voilà, c'était un groupe qui a tenu ses promesses en tous les cas. C'était un groupe en or. C'était pas le groupe de la mort, parce que bon, il n'y avait pas non plus des énormes favoris dedans, hein. Paris est en reconstruction, Milan pareil, on va dire, ils ont surperformé l'année dernière en Ligue des Champions, mais c'est pas non plus un favori pour la Ligue des Champions. Dortmund et Newcastle non plus, mais les 4 équipes c'était très très dense ce groupe, donc c'était un groupe vraiment sympa à regarder. Donc voilà, ça a tenu ses promesses jusqu'à quasi la dernière minute du dernier match. Donc franchement c'était top. Donc voilà. Parce que Dortmund a eu des occasions, hein, sur la fin de match, qui auraient pu qualifier Milan et faire descendre Paris à la 3e place. Le contrôle raté de Marco Reus à la 91e minute, celui-là, il m'a fait vibrer, hein, mais bon, bref. Mais dans le mauvais sens, malheureusement. Voilà. On va passer aux surprises et aux déceptions. On va passer un petit peu en revue les groupes, et puis on va se demander un petit peu ce qui s'est passé. Alors bien sûr, on va commencer avec le groupe A, si ça vous va. Alors si vous voulez parler d'autre chose, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir, bien entendu, hein, vous savez très bien, hein. C'est le royaume de la digression, Buonasera Calcio, donc n'hésitez pas. Bref, le groupe A avec le Bayern Munich, le FC Copenhague, Galatasaray et Manchester. Alors bon, passons tout de suite la grosse déception. Manchester United, catastrophique pendant cette phase de poule de Ligue des Champions. Vraiment, ils ont fait un bon match, je pense. Et puis c'est tout, à peu près. Donc voilà, ils ont été battus par Galatasaray à domicile. Ok, ils ont gagné à la maison contre le FC Copenhague, ils ont été battus par le FC Copenhague à l'extérieur, ils n'ont pas réussi à gagner non plus à Galatasaray, bref. C'est assez famélique le parcours de Manchester, et pas que en Ligue des Champions d'ailleurs, parce qu'en championnat, ils ont eu une bonne période là de 6 matchs en défaite, je crois, avec plusieurs victoires. Et puis finalement, là, ils sont en train de s'effondrer et en championnat et en Ligue des Champions. Ils terminent dernier. La bataille entre Copenhague et Galatasaray a été féroce jusqu'au bout. Copenhague, finalement, le dernier match, elle l'a gagné 1-0 à domicile. Peut-être que ça a fait aussi la différence, ce match nul à l'extérieur de Copenhague à Galatasaray, la première journée. Puis la dernière journée, eux, à domicile, ils réussissent à s'imposer. Donc, ça a fait la différence.
Moi, j'étais vraiment hypé par Galatasaray, mais je dois vous avouer que je suis aussi tout à fait surpris, agréablement surpris par le FC Copenhague, qui joue un très très bon football. Donc vraiment, vraiment très très sympa. Voilà. Ah, alors, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Goal de l'ADA, Luis Muriel en Europa League. Eh bien, en ce moment, il est chaud boubou. C'est Milan qui l'a relancé encore, ça. De toute façon, on relance tout le monde. Nous, on est là pour, on est là pour remonter, pour relancer les joueurs un petit peu en perdition. Vous venez, vous jouez contre Milan, c'est reparti. Vous repartez comme en 40. Donc voilà, bon, grosse déception Manchester United, très belle surprise de FC Copenhague. Et je pense que oui, les gens vont vouloir tirer le FC Copenhague dans le deuxième chapeau, parce que comme ça a l'air d'être le club le plus petit, mais il va pas falloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que Copenhague, c'est une sacrée bonne équipe. On va passer au groupe B. Alors Arsenal, PSV Eindhoven, Lens, FC Séville. Bon, Lens a surperformé, je pense, par rapport à ce que... En fait, ce qui est marrant, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais Lens, j'avais annoncé qu'il pouvait marquer 2 points dans ce groupe. Et finalement, c'est le FC Séville qui marque 2 points, qui réussissent à faire que 2 matchs nuls, malheureusement. Donc voilà, c'est ce que j'avais prévu pour Nantes, c'était 2 matchs nuls, probablement un contre Séville, un contre le PSV ou 2 contre Séville, et en fait finalement ils ont fait mieux que ça, franchement 8 points pour un club comme le RC Lens qui revient après plus de 20 ans d'absence en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions en particulier. Honnêtement, c'est superbe. Ils ont terminé 3e, ils vont être reversés en Ligue Europa. Franchement, moi, je trouve que ça, c'est une bonne surprise. Moi, je les donnais pas 3e de groupe. Alors, c'est vrai qu'après les 2 premiers matchs, après avoir battu Arsenal et fait match nul à Eindhoven, tu peux te dire, bon, voilà, enfin non, pardon, après avoir fait match nul à Séville et battu Arsenal, c'était ça le truc, tu peux te dire que effectivement, ils peuvent peut-être aller chercher la qualif, mais moi, j'y ai jamais vraiment trop cru. Je pense que c'était des heureux hasards, on va dire. Enfin, pas hasard, mais Arsenal a été surpris très clairement par l'intensité de Lens et Séville est très très faible. Donc voilà. Bon, c'est une année où ils sont très faibles. Séville, c'est comme ça. Donc voilà. Donc en tous les cas, Lens, c'est la très bonne surprise pour moi. Eindhoven, Arsenal, je pensais que ça allait être Séville en 3e, 4e Lens, et puis Eindhoven que j'avais vu en barrage de Ligue des Champions qui joue très très bien au football. Donc ça, j'étais pas surpris. Effectivement, Arsenal à Eindhoven, pour moi, c'était un peu c'était dans cet ordre-là. Donc pour moi, c'est pas une surprise, mais ça va pas être facile non plus de prendre le PSV à Eindhoven, faut pas croire. Le groupe C avec le Real... Lens a juste pris une rousse contre Arsenal. Oui, effectivement, ils ont pris une roustade, dit Octonujo, ça c'est clair. Bon, ils en ont pris 6. Ça fait beaucoup, c'est vrai, c'est un peu moche, mais bon, à côté de ça, ils ont tenu leur rang. Là encore, hier, contre le FC Séville, ils gagnent. Gagner contre le FC Séville, c'est quand même une performance pour le RC Lens, je parle, même s'ils vont pas bien. Ils ont quand même beaucoup plus d'expérience, donc non, franchement, ils ont quand même bien fait. Oui, ok, au milieu, ils ont pris une rouste. Ça, c'est vrai. Donc, bon. Real, Naples, Braga, Union Berlin. Bon, tout est à sa place. Là, Union Berlin, première fois en Ligue des Champions, ils prennent 2 points, c'est déjà un miracle, c'est déjà pas mal. En plus, ils sont dans une série de défaites complètement hallucinantes en Bundesliga. Ils sont derniers de Bundesliga, donc voilà, et ils sont à, je sais plus combien, 12 matchs sans victoire ou un truc comme ça. Même si là, récemment, ils ont inversé ça, je crois. Mais bon. Le Real, premier du groupe, Naples, 2e, Braga, 3e, Union Berlin, 4e. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de déception, tout va bien. Ah, le groupe D, c'est pas pareil. Le groupe D, Real Sociedad, Inter Milan, Benfica, RB Salzbourg. Un groupe très homogène derrière l'Inter, pour moi, à la base, au début du groupe. Je pensais très sincèrement que l'Inter allait sortir très largement premier de groupe. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors je fais un petit passage dans les commentaires. Séville s'est effondré à cause du départ de Papou Gomez. Oui, ouais. Alors, il avait quand même pas la même influence que
qu'il avait à l'Atalanta par exemple, où là effectivement très clairement l'Atalanta s'est jamais remis du départ de Papou Gomez en termes de qualité technique, quoi. Il n'y avait plus personne qui réussissait à animer le jeu comme lui à l'Atalanta depuis, d'ailleurs, tu peux confirmer ou pas d'ailleurs au Cotonou Joe, mais je pense que tu confirmeras. Et à Séville quand même, t'as quand même des Souzo, t'as quand même des joueurs au Campos, etc. T'as quand même des joueurs de foot, Rakitic. Il n'était pas le seul dépositaire on va dire de la technicité du FC Séville. Donc oui, je comprends ton amour immodéré pour les Argentins, mais enfin quand même. donc voilà. Ce groupe-là, donc oui, alors Inter, Real Sociedad, Benfica, RB Salzbourg. Derrière l'Inter, je voyais bien Benfica, parce que Benfica m'avait fait une très belle impression l'année dernière en Ligue des Champions. Le problème, c'est que Benfica, c'est ce qu'on disait en début de saison, hein. Benfica, un peu comme le Sporting, un peu comme le FC Porto, mais peut-être plus Benfica quand même, et le Sporting que le FC Porto. Le FC Porto arrive quand même à garder des joueurs. Benfica, ils sont obligés de recommencer quasi tout à chaque année, quoi. Donc très souvent ça marche, parce qu'ils ont une cellule de recrutement absolument délicieuse, et un centre de formation aussi qui est absolument ultra performant. Donc voilà, la plupart du temps ça marche, mais il y a des années comme cette année où ça passe un peu à travers. Et ça, c'est vu malheureusement. Et puis, la Real Sociedad, ça joue très très bien au football. Alors, il n'y a pas de superstar, mais Oyarzabal, c'est un sacré joueur. Et il n'y a pas que lui. Bien sûr, Take Kubo, hein, qui est absolument incroyable à voir jouer. Donc, ils avaient des très grosses, on va dire, qualités, la Real Sociedad, que j'avais pas vu venir en début de saison. Pas à ce point-là en fait. Franchement, ils magnifient leur jeu collectif, ce qui faisait pas vraiment Enfin, ça fait 3-4 saisons qu'ils tournent autour de la 4e place, 3e place, 6e place en championnat d'Espagne, mais souvent ils n'arrivent pas à se mettre au niveau des autres. Et là, cette année, d'ailleurs, on le voit, même en championnat d'Espagne, ils sont quand même plutôt bien placés. Ça joue très très bien au foot. Donc bon, de là à aller chercher l'Inter, qui pour moi est probablement, quand je la vois jouer en Serie A, une des meilleures équipes d'Europe, à l'heure actuelle, j'avoue que je pense que l'Inter a pris un petit peu par-dessus la jambe cette phase de groupe, en se disant, bon, on n'a pas besoin de forcer, c'est quand même une phase de groupe très à notre portée, bon... ils ont pas terminé premier, ils vont terminer deuxième, et ils vont prendre un gros. Probablement, ils vont prendre un très gros. Donc voilà, parce qu'eux, ils peuvent pas prendre la Real Sociedad, forcément, ils étaient dans le groupe. Donc derrière, ça sera du lourd. Donc en même temps, l'Inter, normalement, ils doivent battre tout le monde, hein. Mais c'est vrai que si tu prends City, premier tour, 8e de finale, c'est dur, quoi. Tu vois, mieux vaut que tu les prennes quand même un peu plus tard, quoi. Parce que là, probablement que l'Inter, en plus, il y a beaucoup d'équipes italiennes qui sont qualifiées, il y en a 3, donc il y a de très grandes chances qu'ils prennent Bayern, Manchester City. Allez, avec un peu de chance, ils prennent Arsenal, et ça, ce serait pas mal. Mais après, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. Real Sociedad, ils peuvent pas les prendre, parce qu'ils ont joué avec eux, donc voilà. Donc ça va être complexe pour l'Inter. Ça, c'est un peu la déception. Je pense qu'il pouvait terminer premier. Après, avec la Real Sociedad ou le Benfica se qualifie, j'aurais plutôt vu le Benfica, mais parce que je me basais sur l'année dernière, plus que sur cette année, parce que je les vois pas jouer en championnat, très honnêtement, hein, je vais pas vous mentir, je regarde pas le championnat portugais, ou très rarement. Donc voilà. Donc bon, il n'y a pas trop de trucs. Après, RB Salzbourg, voilà, quoi. Et bonsoir au JCRM, bonsoir à tous, j'arrive en retard, Forza Milan, merci au JCRM, on y est quand même arrivé, on a gagné à Newcastle, c'est bien moi je trouve. Mais les trêves sont passées par là, et ça casse la dynamique, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je les avais vus jouer contre le Real, ils m'avaient enchanté la Real Sociedad, ouais c'est vrai, je suis d'accord. En championnat d'Espagne, ils jouent très très bien, hein. Et Arsenal, City, Bayern, Atlético, Dortmund jouable pour l'Inter. Oui, si on rencontre Dortmund, c'est tranquille. Après, voilà, Bayern, City, Arsenal. Bayern, City, en fait, c'est eux qu'il faut éviter, parce que je pense que l'Inter peut taper l'Atlético, peut taper Dortmund, peut taper Arsenal, il n'y a pas de problème. Mais City, Bayern, ça... Alors, bon, si les battent, en revanche, après, derrière, c'est route royale, hein. C'est sûr qu'ils déglinguent tout le monde, hein. Donc voilà, mais bon. Le PSG va prendre un gros aussi. Ouais, d'ailleurs, on va en parler juste après du tirage et des statistiques qui s'appliquent au Paris Saint-Germain.
On va terminer, on va continuer. Atlético Madrid, Lazio de Rome, Feyenoord, Celtic Glasgow. Bon, il s'est rien passé de spécial, effectivement. C'est dans cet ordre-là que j'aurais vu le groupe. Donc voilà, là, tout est à sa place, pas vraiment de surprise. La Lazio a tenu son rang, ce qui est pas évident hein, en Coupe d'Europe. La Lazio, très souvent, ils s'effondrent. Donc au moins, ils ont tenu leur rang, ils sont devant le Feyenoord et le Celtic Glasgow. Voilà, et puis l'Atlético, bah oui, très clairement, il y a plus de talent, plus d'expérience à l'Atlético qu'à la Lazio. Donc voilà. Borussia Dortmund, on en a parlé. Manchester City, Leipzig, Young Boys Bern et Étoile Rouge de Belgrade. Bah, il y a quand même une petite surprise, c'est Young Boys Bern en Europa League. Je sais pas ce que t'en penses au JCRM. Toi, peut-être, tu les vois jouer un petit peu plus que moi. Au Cotonou aussi, d'ailleurs. Mais moi, voilà, l'Étoile Rouge était pour moi peut-être un petit peu supérieur au Young Boys Bern. Maintenant, je sais pas, je me suis peut-être fait des idées, mais la saison dernière, je les avais trouvés plutôt pas mauvais, l'Étoile Rouge. Après, c'est la même chose. Hein. Ce sont des clubs qui sont obligés de recommencer en permanence parce que dès qu'ils ont un joueur qui joue à peu près bon, il part. Donc, il est à peu près bien, il s'en va. Donc, voilà. C'était donc la dernière journée avec des poules hier. Ça m'a fait bizarre de me dire cela avant le début des rencontres hier soir. Absolument. C'est ce que j'ai dit pour commencer le stream. On va en parler parce que bah, c'est la dernière fois, quoi. Donc voilà. Non, sorry, le championnat suisse, je regarde pas. Je regarde juste les résultats. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Mais voilà. C'est juste petite surprise, mais c'est pas ouf. FC Barcelone, FC Porto, Shakhtar, Royal Antwerp. Alors bon, hier, le FC Barcelone, c'est... pas humilié, mais bon, on n'en était pas loin quand même, contre Antwerp, Anvers, qui est quand même pas non plus l'équipe du millénaire, hein, et puis pourtant bah ils ont gagné. Donc effectivement c'était pas génial, mais bon voilà, le Barça arrive quand même à terminer devant le FC Porto au goal average particulier. Donc ils seront premiers du groupe. Maintenant le FC Barcelone, très clairement, ils font pas peur, mais pas peur du tout. Hein. C'est-à-dire que là, eux aussi, ils sont premiers de groupe. C'est clair qu'il y a un Inter-Barça, je pense que le Barça, ils se font déglinguer, par exemple. Hein. Ou même Paris Saint-Germain-Barça, hein. Je pense que Paris les tue, hein, parce que ce Barça-là est vraiment très très moyen. Alors après, bien entendu, il faut appliquer à ça... ce qu'on se dit chaque année, c'est-à-dire la forme du mois de décembre n'est pas du tout la forme du mois de février-mars. Donc on verra à ce moment-là, parce qu'il peut y avoir plein de blessés, il peut y avoir plein de choses qui se passent. Donc on verra à ce moment-là. Et puis voilà, on a fait le tour des groupes, donc quelques quand même déceptions, pas mal de surprises. Donc non, c'était une dernière phase de poule ever made by UEFA qui était intéressante. Il y a eu des bonnes surprises, c'était cool. Donc voilà. Sinon ça fait saigner des yeux, dit Okutonujo en parlant du championnat suisse, je peux pas te dire. Warren Zaïre-Emery devrait être deg de s'être fait voler son record aussi rapidement. Ouais, c'est vrai, effectivement, t'as raison, c'est assez marrant. Il devient le Français le plus jeune à jamais avoir marqué en Ligue des Champions, et très peu de temps après, à Anvers, il y a, enfin très peu de temps, non, 20 minutes après, quoi, c'était dans les arrêts de jeu, à Anvers, il y a un petit Français qui marque et qui est un tout petit peu plus jeune que Warren Zaïre-Emery, à quelques jours près, hein, et qui devient à nouveau le Français le plus jeune à marquer dans toute l'histoire de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est vrai qu'effectivement, il a eu un record pendant 20 minutes. Enfin, à peu près, je sais plus exactement, mais c'était à peu près ça. Donc c'était marrant, ça c'était marrant. But de la DA, 2-0, bravo. Okutonujo, plus jeune de 3 heures. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, ce serait très marrant. Donc voilà. Moi, je croyais que c'était quelques jours, mais bref, très marrant. Voilà un petit peu le tour de ces poules. Donc voilà. Si ça vous va, on va terminer tranquillement avec le tirage, et puis après on va réfléchir. Je vais juste vous exposer un petit peu ce que j'ai compris de la nouvelle version de la Ligue des Champions. D'accord ? Donc voilà. Oui, donc, le tirage. Alors, on va regarder les chapeaux. Les chapeaux, chapeau 1, Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, FC Barcelone. Chapeau 2, Copenhague, PSV Eindhoven, Naples, Inter, Lazio, les 3 clubs italiens, PSG, RB Leipzig et FC Porto. Eh ben...
En fait, c'est pas si déséquilibré que ça, je trouve. Alors bien sûr, il y a Bayern Munich et City qui sont hors du temps, on va dire, pour moi, c'est les deux favoris, on va dire, de la compétition, avec le Real, pardon, parce que j'allais oublier le Real. On va dire Bayern Munich, Real Madrid et City, c'est les trois clubs, personne ne veut les prendre, ça c'est clair. Mais après, Arsenal, honnêtement, Inter, Paris Saint-Germain, RB Leipzig même, hein, ça peut taper facilement Arsenal, hein, voire même Naples, s'il retrouve un peu ce qu'il fait de Naples, c'est-à-dire déjà Osimhen, ça change beaucoup de choses, donc c'est possible. Ensuite, la Real Sociedad, bon bah il y a quasi tout le monde qui peut les taper, hein, sur le papier, je veux dire Leipzig, Paris, Lazio, peut-être pas la Lazio, l'Inter, Naples et même le FC Porto, ça peut battre la Real Sociedad. Atlético Madrid, c'est à peu près la même chose, je pense que tout le monde peut les taper à peu près. Borussia Dortmund, je pense même que tu peux rajouter le PSV Eindhoven et Copenhague là-dedans. Donc voilà, même si je les ai déjà sous-estimés en poule, je pense quand même. Et le FC Barcelone, je crois que tout le monde peut les taper. Là, Copenhague, PSV Eindhoven, Naples, Inter, Lazio, tout ce que tu veux, ça les déglingue. Donc je pense d'ailleurs que finalement, peut-être même que le FC Barcelone, à l'heure actuelle, hein, si on fait un point, une photo classement maintenant, je pense que c'est vraiment le club le plus faible qui est là dans ce tableau avec Copenhague, qui est dans ce tableau de Ligue des Champions, en fait, pour l'instant. Donc voilà. Oula, attention, il y a des stats là. Au JCRM, les probabilités de tirage du Paris Saint-Germain. Ah bah oui, effectivement. Donc Bayern Munich, c'est plus de chance, 17,3%. Manchester City, 14,75%. Arsenal 13,59 et après que des 13,59 Arsenal, Atlético, FC Barcelone, Real Madrid, Real Sociedad. Effectivement, ça c'est vrai. Maintenant, si tu fais de la statistique, on va dire par pays, bah bien entendu, vu que Paris peut tirer 4 clubs espagnols, eux, vu qu'ils ont joué contre aucun club espagnol, ils peuvent tirer les 4 clubs espagnols. Ça veut dire que Paris a 13,59 x 4, hein. Donc ça fait beaucoup. 13,59 x 4. Ils ont 55% de chance de à peu près, hein, 54,36, mais 55% de chance de tirer un club espagnol. Donc ça déjà, c'est très probablement Paris va tomber sur un. Ils ont une chance sur deux, un peu plus d'une chance sur deux de tomber sur un club espagnol. Et si c'est pas un club espagnol, très probablement ce sera un très gros, c'est-à-dire Bayern ou Manchester City. Donc voilà un petit peu le deal. Alors, seront-ils bénis des dieux et prendront-ils la Real Sociedad ou le FC Barcelone? Seront-ils un peu plus maudits en prenant l'Atlético, voire là vraiment pas de chance prendre le Real? Et puis après, sont-ils vraiment complètement maudits par cette compétition à prendre directement City ou le Bayern? Ça c'est possible, hein. C'est très souvent comme ça que ça se passe avec Paris, parce que comme il y a peu de clubs français qui sont qualifiés en huitième de finale, ils ont toujours beaucoup de probabilités de prendre des très gros, des 4 gros championnats. C'est comme ça. Donc voilà. Bref, le jour où il y aura 4 clubs français qualifiés en huitième, ils auront de très grosses probabilités de prendre un petit, parce qu'ils auront déjà 3 clubs qu'ils ne peuvent pas prendre, plus le club qui était avec eux. Donc en gros, ils auront déjà 4 clubs sur 8 qu'ils ne peuvent pas prendre. Donc c'est ça, la probabilité, elle est calculée comme ça. Hein. Donc voilà. Le Real, ils doivent beaucoup à Bellingham. Oui, c'est vrai. Le tableau mort de rire. T'as pris en compte la boule chaude. Muriel, il est très chaud ce soir. Il a encore marqué, là? Oui. C'est lui qui a marqué un doublé? Bref. Tu me diras. Donc voilà. Mais oui, il va y avoir des chocs intéressants, parce que je trouve que déjà Inter, Naples, Paris Saint-Germain, Leipzig, pour les gars du premier chapeau là, c'est pas super. Donc ça veut dire qu'après il en reste que 4, Copenhague, PSV Eindhoven, Lazio et FC Porto, qui sont un petit peu en dessous, mais c'est quand même des bons clubs, hein. Donc ouais, ça va. Je pense qu'il va pas y avoir de huitième de finale facile, sauf si City prend Copenhague par exemple. Bon bah là, effectivement, ça va être la fête. Mais sinon, je pense que il va y avoir des très très beaux chocs en huitième. J'ai hâte d'être à lundi pour voir un petit peu, et puis commencer à se projeter lundi soir sur qu'est-ce que ça peut donner. C'est à midi, je crois, hein, à Nyon, hein, le tirage.
Donc on pourra en parler tous ensemble lundi soir dans Buonasera Calcio, bien sûr. PSG City, allez, bah oui, allez, ce serait marrant. Ça, ce serait marrant. Ce serait drôle. Donc voilà. Voilà un petit peu. Alors après, qu'est-ce que j'ai compris de la nouvelle version de la Champions League? Donc, en gros, une poule unique de 36 équipes. D'accord? Donc on passe de 32 à 36 équipes. Des matchs qui se prolongent jusqu'au mois de janvier. Donc les matchs de poule, en gros du championnat, hein, enfin c'est même pas une poule, c'est un championnat, mais c'est un championnat bizarre. Parce que donc il y a un tirage au sort suisse, mais les matchs se prolongent donc, vu qu'il y aura 8 matchs par équipe, au lieu de 6 à l'heure actuelle. Les matchs, là vous avez vu, hein, on a terminé le 15 décembre les phases de poule de Ligue des Champions, enfin le 13 décembre, bon, mi-décembre quoi. Donc derrière, après, avec le Boxing Day, les fêtes, etc., c'est pas vraiment possible de rajouter des matchs de Ligue des Champions au mois de décembre. Peut-être un, remarquez, pourquoi pas. Et encore, bah non, parce que ce sera entre Noël et Jour de l'An, donc c'est pas possible, vu que c'est toutes les 2 semaines. Donc effectivement, il y aura 2 matchs au mois de janvier. Donc là, probablement 2e semaine de janvier et 4e semaine de janvier. Donc vous jouerez chaque club jouera 8 matchs, mais que des allées, jamais de retour. Vous jouez chacune des équipes, les 8 matchs que vous allez jouer, vous les jouez une seule fois, soit à domicile, soit à l'extérieur, en fonction du tirage au sort. Et bien sûr, les points, c'est 3 points, 2 points, 1 point, 3 points, 1 point, 0 point. Bien entendu, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, comment s'effectue le tirage au sort des matchs? En fait, il s'effectue avec des chapeaux aussi. Ça, il y a pas de, ça n'a pas changé. C'est juste que, en gros, à chaque fois, ils vont tirer un match, juste un, avec quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui se déplace. Et ensuite, ils retirent à chaque fois l'équipe avec quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui se déplace. Donc, en gros, vous êtes le Paris Saint-Germain, vous êtes chapeau 1. Vous allez toujours tirer des équipes du chapeau 2, du chapeau 3, du chapeau 4. Je pense qu'il y aura quand même 4 chapeaux, ça, voilà, à mon avis. À moins 6 chapeaux, de 6, 6 x 6, 36, je sais pas. Bref, en tous les cas, si tu es chapeau 1, tu vas tirer une équipe de chaque chapeau, voire 2 dans certains chapeaux, parce que, effectivement, il faut que tu fasses 8 matchs, d'accord ? Avant, c'était simple, il y avait 4 chapeaux. Alors, peut-être ils vont faire 8 chapeaux, hein, tout simplement. Mais avant, c'était simple, il y avait 4 chapeaux. Tu tirais une équipe de chaque chapeau, et puis ça te faisait ton groupe de 4. Maintenant, étant donné qu'il faut que tu tires 8 équipes pour faire tes 8 matchs, il va falloir que tu tires peut-être 2 équipes dans chaque chapeau. Donc, peut-être 1 dans le chapeau 1, 2 dans le chapeau 2, 2 dans le chapeau 3, 2 dans le chapeau 4, c'est possible, ou alors ils feront 8 chapeaux, ça, je sais pas. Et une fois que tu as ça, une fois que tu as tes matchs, tu t'en recevras 4 et tu te déplaceras pour 4. Hein, donc c'est complètement différent de se dire je prends Manchester City, c'est moi qui les reçois, ou Manchester City, oui effectivement je les ai tirés au sort, mais je vais à Manchester City, d'accord? C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc ça c'est déjà un petit peu bizarre et brinque-ballant. Ensuite, c'est par classement. Donc en gros, je crois que c'est les 16 premiers... Non, les 8 premiers sont qualifiés directement pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Et les gens qui sont de la 9e place à la 24e place se rencontrent en barrage, un petit peu comme des 16e de finale, pour se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions contre les 8 autres qui sont déjà qualifiés. D'accord ? Donc en gros, c'est un championnat, vous allez rencontrer le plus de buts d'équipe, et c'est aussi pour ça que c'est un petit peu bizarre cette phase-là, parce que en gros, si vous gagnez, et c'est ça, moi c'est ça ce qui me pose problème dans cette formule-là, c'est que, en gros, si tu gagnes tes 4 ou 5 premiers matchs parce que tu es le Real et que tu n'as que des petites équipes, parce que tu as réussi à tirer que des petites équipes, ou tu t'es arrangé pour... tu t'es arrangé. Le tirage au sort a fait en sorte que tu recevais tous les gros et puis que tu te déplaçais chez les petits. Bref, au bout de 5 matchs, tu peux tout à fait être qualifié déjà. D'accord ? Être sûr d'être dans les 8.
Donc, t'es sûr que tu seras dans les 8. Donc, voilà. Ça, ce sera fait. Ça veut dire qu'ensuite, les 3 matchs suivants, et là, ce sera pas un match ou 2 comme en Ligue des Champions, il peut y avoir 3 ou 4 matchs où ça sert plus à rien d'aller jouer. Donc, probablement que les équipes iront jouer, mais avec des équipes Z, tu vois. Et puis les 4 derniers matchs serviront à rien. Si tu prends déjà 12 points sur les 4 premiers matchs, ou 15 points sur les 5 premiers matchs, le 6e, 7e et 8e match ne sert strictement à rien pour ton équipe. Parce que tu es déjà qualifié, c'est sûr. Tu es en 8e de finale. Donc voilà. Donc, en gros, après, derrière, tu vas avoir que des équipes B qui vont rencontrer des équipes qui, elles, se battent pour rester dans les entre 9 et 24 pour pouvoir ensuite faire leur qualif. Donc, c'est assez... ouais, je suis pas sûr que ça va être très efficace. Alors... t'as vu la nouvelle Ligue des Champions, il y aura des semaines uniquement Ligue des Champions, du coup des matchs de Ligue des Champions le mardi, mercredi et le jeudi. C'est dommage que ce soit pas comme le tirage du loto avec les brasseuses. Oui, c'est vrai, effectivement. JCRM qui dit, ce qui est hallucinant, c'est que le 24e peut donc être en 8e du grand n'importe quoi. Bah oui, effectivement, tout à fait, parce que le 24e, il va jouer le 9e, et si ça se trouve, il va le taper. donc voilà. Donc ça, c'est ouf. Le mec, il s'est battu pendant 8 matchs pour être 9e donc, du championnat, et en fait, il peut se faire taper par le 24e, une équipe qui a jamais gagné un match, ou peut-être 3, tu vois, alors que l'autre en a gagné 5, ou 6. Bref, c'est assez bizarre. Okutonujo qui dit je comprends rien, il faut faire un schéma. Ouais, tu sais, c'est un petit peu comme Perceval quand il explique son jeu gallois là. C'est un petit peu ça là. Pour l'instant, on en est là. Je pense qu'on va comprendre un petit peu plus dans le détail. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que il va y avoir très très vite un manque d'intérêt pour les matchs des grosses équipes, parce que les grosses équipes vont gagner très très vite des points, et en fait après ce sera des équipes B quoi, ou C, donc ça c'est embêtant. Au JCRM, avec le nombre d'équipes, tu es sûr d'avoir des chocs dès le départ? Ouais, probablement, bah oui, c'est clair. Ouais. Slooby 1, Slooby 2. Car avec 5 clubs italiens ou 5 clubs anglais, les gros peuvent tirer un gros. Ah bah c'est clair, ouais. Oui, en plus c'est vrai qu'effectivement, il faut... on risque... Enfin là pour l'instant, je crois que les 2 premiers du classement UEFA auront 5 équipes, les 2 suivants en auront 4, et ensuite ce sera 3, etc. etc. Bon bref, ça décroît à chaque fois, en fonction du classement UEFA. Donc oui, pour l'instant, l'Italie et l'Angleterre sont en tête. Est-ce que ça durera jusqu'au bout? Ça faudra voir, parce que effectivement l'Allemagne et l'Espagne ils ont des clubs encore qui tournent. Alors l'Italie est le seul pays qui pour l'instant a qualifié tous ses clubs en Coupe d'Europe. Oui, Milan est passé en Ligue Europa, mais tous ces clubs de Ligue Europa et de Conference League sont passés, et Milan n'est pas éliminé des Coupes d'Europe, ils sont reversés en Ligue Europa. Et les 3 autres clubs sont en Ligue des Champions. Et ça, c'est le seul pays qui fait ça. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Parce que le Portugal a réussi à qualifier aussi en Coupe d'Europe tous ces clubs présents en Ligue des Champions. D'accord, parce que Braga va en Coupe de l'UEFA, Benfica va en Coupe de l'UEFA, enfin en Europa League, et Porto reste en Ligue des Champions, mais ils ont des clubs en Europa League et en Conference League qui se sont fait sortir là, qui pourront pas se qualifier pour le printemps européen. Donc il est possible que l'Italie reste deuxième, et auquel cas c'est l'Italie qui aurait 5 clubs en Ligue des Champions devant l'Allemagne, avec l'Angleterre, bien sûr. Donc, voilà. La France aussi peut être dans ce cas-là, il me semble. Oui, ça dépendra un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, mais là, par exemple, Rennes, je crois, s'est fait sortir, là. Ça y est. Ils ont perdu 3-2 à Villarreal, donc à mon avis, c'est mort. Donc voilà. Il me semble qu'ils ont perdu, là, ça y est, hein. C'est fait. Ouais, ils ont perdu 3-2. Le terrible ascenseur émotionnel. Tout à fait. Pas de qualification directe pour Rennes. Ah oui. En revanche, oui, parce qu'ils sont en barrage. Ah oui, exact. D'accord. Je crois qu'ils étaient éliminés. Toulouse est qualifié. Ouais, ok. Ouais, peut-être, hein, c'est possible. Ouais. C'est possible, mais bon, ça change pas qu'ils ont qu'un seul club en Ligue des Champions. Donc ça, c'est pas terrible.
On n'aura plus le stress de hier soir. C'est bien dommage, ouais, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai, enfin, il y en aura probablement sur certains terrains, mais le problème, c'est que il y en aura déjà par ricochet, quoi, on va dire. Hein, ce sera pas des chocs directs. Et en plus, ce sera... imaginons, je sais pas, Manchester City rencontre à la 8e journée Galatasaray. Galatasaray qui est 25e et qui peut terminer 24e s'il gagne contre Manchester City. Manchester City est 3e du championnat, je dis n'importe quoi, et ils sont 3e depuis 3 journées. Pep, à ton avis, il aligne qui? Hier, il avait mis Williams, il avait mis Bob, il avait mis... bref, ça a suffi pour gagner parce que vraiment, ils étaient trop nuls en face, mais Galatasaray, ils sont pas nuls. Donc, Galatasaray, ils vont lutter pour être qualifié, enfin en tous les cas en barrage, contre une équipe qui est soi-disant très forte, Manchester City, mais qui va envoyer tous ses joueurs des moins de 19 ans, ou des moins de 23 ans. Bon, mais des moins de 19 ans, probablement. Ça veut donc dire que, en fait, la compétition, elle est faussée, parce que ça dépend qui tu rencontres quand, et à quel moment de sa qualification, en fait. C'est ça, moi, qui m'embête avec la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, au JCRM sur X, j'ai réagi en disant oui, je suis pour la Super League, parce que la nouvelle version de la Ligue des Champions, avec 153 clubs, des matchs de poule jusqu'au mois de janvier, et des matchs qui vont avoir ni queue ni tête dès la 5e journée, bah en fait, oui, non, moi je suis d'accord, une Super League créée par les clubs, pour les clubs, avec en revanche une qualification sportive, hein, je dis bien pas des clubs qualifiés à vie, etc., bah oui, moi je suis plutôt pour ça, que pour ce qui est en train de nous préparer l'UEFA. Voilà. Donc après, c'est mon avis, c'est comme ça. Et là, le 15 décembre, donc c'est demain, hein, demain, il y a une énorme, un jugement absolument décisif concernant la Super League. Et donc voilà, donc il va vraiment falloir être à l'écoute de ça. On en parlera certainement lundi, parce que si le jugement va dans la bonne direction, les clubs, probablement, peut-être, certains clubs vont vouloir la faire quand même, cette Super League. Donc voilà, on va voir. Ça favorise les gros, cette nouvelle compétition. Oui, de toute façon, l'UEFA en fait a répondu à la Super League avec cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que les gros ont réclamé plus de gains, avec une répartition moins équitable, c'est-à-dire plus de gains. Et donc l'UEFA leur a dit, pas de problème, vous voulez avoir des gains garantis, de plus gros gains garantis, je vous mets plus de matchs. Comme ça, match de poule, au lieu d'en faire 6, vous en faites 8, vous avez plus de revenus billetterie assurés, parce qu'une fois que tu es qualifié, tu vas faire 8 matchs, alors qu'avant tu en faisais que 6. Donc tu as quand même 2 matchs en plus, ou en tous les cas un match en plus à domicile, où tu prends énormément d'argent avec la billetterie. Tu as 2 matchs en plus où tu prends des droits télé, potentiellement les bonus si tu gagnes les matchs. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus d'argent pour les gros clubs, parce que probablement, effectivement, les gros clubs vont être les clubs qui vont gagner le plus de matchs. Donc forcément, c'est les clubs qui vont gagner le plus d'argent, avec le ticketing, etc. Donc voilà. La seule chose bien dans cette nouvelle compétition est plus d'équipes de Ligue des Champions réversées en Europa League. Ouais, ça je sais pas, j'ai pas les détails, mais probablement, forcément, de toute façon. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ce soir. Écoutez, on a passé en revue un peu les 2 soirées de Ligue des Champions, les 2 dernières de l'histoire de la Ligue des Champions dans cette forme. Ça a été un plaisir d'en parler avec vous. Et puis voilà, après on a analysé un petit peu les qualifiés, les surprises, les déceptions. Et puis on s'est projeté un petit peu sur le tirage au sort. Lundi soir, on aura les résultats du tirage au sort, donc ce sera super cool. Il y aura eu aussi un bon week-end de foot. Donc ça va être très très intéressant. On va jeter un œil un petit peu, comme d'habitude, au programme de ce week-end, pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Ça va être marrant. Monaco-Lyon, ça commence pas mal. Monaco-Lyon, vendredi soir, pourquoi pas. Un Lyon un peu revanchard, là, qui a fait une belle prestation juste avant les matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, bon, c'est à peu près la seule chose vendredi. Enfin, il y a d'autres matchs, mais ils sont pas très intéressants.
Samedi, rien de ouf en Ligue 1. En Angleterre, eh ben, c'est pas non plus génial. En Espagne, bon, un choc qui sent bon, les années 2000, c'est Valence FC contre Valence CF d'ailleurs, contre FC Barcelone. Ça peut être marrant, mais bon, Valence n'est plus le grand Valence. Athletic Bilbao contre Atlético de Madrid, les deux Athletic qui se rencontrent à 16h15 le samedi. En Allemagne, ouais, rien de foufou. En Italie, rien de foufou. Et après, on va peut-être pas quand même aller au Portugal. Allez, on mise tout sur dimanche. Sur dimanche, il y a un Lille PSG qui va être pas mal. 4e contre le premier, ça va être bien ça. Ça, c'est pas mal à 20h45. Un Arsenal-Brighton qui va valoir son pesant de cacahuètes pour tous les dézerbistes. Voilà, Arsenal-Brighton. Bien sûr, bah oui, le derby d'Angleterre, tu as tout à fait raison au JCRM, Liverpool-Manchester United à 17h30 dimanche, donc ça va être cool. Real Madrid, ouais, bof. Real Madrid-Villarreal, on s'en fout. Ah, Bayern Munich-Stuttgart, le 2e contre le 3e. Ça, très 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 beau match aussi. Et Bayer Leverkusen, Eintracht Francfort. Donc 17h30, 19h30 en Bundesliga, ça va être 2 matchs très intéressants. Hein. Francfort après sa grosse prestation contre le Bayern Munich de la semaine dernière. Et puis, bien sûr, le Bayer Leverkusen, hein, le Alonso Ball. Et puis Stuttgart, Stuttgart qui avait fait plutôt un bon match contre... voilà. Donc plutôt pas mal. Lazio Inter, très bien aussi dimanche. Bon, AC Milan-Monza, c'est vraiment pour les puristes, et je vais en faire partie, c'est à 12h30, mais Monza, ça joue bien au foot. Donc voilà, Milan, c'est Milan. Donc voilà, non, ça va aller, on va réussir à discuter pas mal de choses lundi. Voilà. Tous ensemble. Ouais, le derby d'Angleterre, dans les gros matchs du week-end, absolument. Je relisais les commentaires, mais tu as tout à fait raison, JCRM. Bon, bah voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente... Ah oui, il y a le mondial des clubs lundi aussi. Ouais, mais alors, vraiment, je sais pas. Faudra voir. Faudra voir. Ouais, peut-être, hein, ça va peut-être donner un truc, hein, mais j'y crois pas trop. Bref, on verra. Le mondial des clubs, à chaque fois, je m'emmerde un peu quand je regarde les matchs. Bref. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'être avec vous. Okutonujo qui nous parle quand même de Colpani à Monza, qu'il aime beaucoup et qui draft très bien, qui lâchait très bien, je pense, à la D1. Donc voilà, ce sera le dernier petit tips scouting de Okutonujo avant de partir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Et puis, n'oubliez pas, hein, vous pouvez retrouver Buonasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio, et puis sur YouTube, bien sûr, la chaîne YouTube de Buonasera Calcio. N'hésitez pas à y aller et à mettre un petit pouce. Ça peut toujours être cool. Il y a le Berlunisco samedi. Bah oui, c'est ça, absolument. AC Milan Monza, tout à fait. Bon allez, merci beaucoup et n'oubliez pas les gars. Ciao les gars, ciao ciao.